Antenne de 20h, le journal de la rédaction en direct de Washington avec Henri Sagnier. Bonsoir et merci d'être fidèle au journal d'Antenne 2. À la une ce soir, l'événement en direct. Derrière moi, à la Maison-Blanche, Ronald Reagan et Mikhaïl Gorbatchev doivent signer l'accord sur les INF, les fameux missiles à moyenne portée. Accord historique dont les conséquences n'échappent à personne. Nous y reviendrons tout à l'heure en compagnie de deux invités. M. Evan Galbraith, l'ancien ambassadeur des États-Unis en France, à Paris, et Elie Wiesel, le prix Nobel de la paix 86. Grâce à Antenne 2, ce soir, vous êtes au cœur de l'actualité. François Mitterrand au Creusot avec ses grands dossiers. Mon choix est fait, il faut désarmer. L'Europe est un besoin urgent. La politique industrielle des socialistes, elle a restitué l'espoir et les moyens de la prospérité. Fin du voyage de Jacques Chirac dans le Nord-Pas-de-Calais. Les signes du redressement sont là, dit le Premier ministre. Dans une région durement touchée par la crise économique, Jacques Chirac définit les projets de son ambition pour la France. 17 opposants à Khomeini expulsés dès ce matin vers le Gabon. Application immédiate de la mesure de sécurité publique décidée par le gouvernement. Les moudjahidines iraniens en appellent directement au président de la République. Une journée supplémentaire de détention pour Marcel Fontaine, Jean-Paul Kaufmann, Marcel Carton. Les otages français au Liban n'ont toujours pas été libérés. Et plein feu sur les retrouvailles Reagan-Gorbatchev. Retrouvailles importantes car souvenez-vous, les deux hommes ne s'étaient pas vus depuis l'échec mémorable de Reykjavik en 1986. Ce matin à la Maison-Blanche, après l'accueil officiel traditionnel, les numéros 1 américains et soviétiques se sont mis au travail immédiatement. Pour danser le tango, il faut être deux. Le mot de Ronald Reagan, c'était il y a 3 ans. Le président américain, en pleine djihad anticommuniste, refusait alors le dégel avec l'empire du mal, une autre de ses citations. Et tout a changé. Depuis ce matin, ils sont deux à la Maison-Blanche pour ce qui sera sans doute une page d'histoire. L'homme du Kremlin, accueilli tout à l'heure par l'homme de la Maison-Blanche, a tout ce que n'avaient pas ses prédécesseurs. Une image qui plaît aux Américains, la jeunesse de ses 57 ans et l'audace d'une apparente volonté de négociation tous azimuts et d'un dialogue prioritaire avec l'Amérique. Pour Mikhaïl Sergoutchevitch Gorbatchev, un accueil aux envolées hollywoodiennes et une Amérique en miniature recréée sur les pelouses de la Maison-Blanche. Pour Ronald Wilson Reagan, faible de ses 76 ans et du scandale de l'Iran Gate, une occasion inespérée de terminer en apothéose et avec une marque de paix sa carrière présidentielle. Fini le combat contre l'URSS, l'Amérique change de cap, la preuve. Le président américain déclare d'emblée « Nous avons l'occasion de passer de la confrontation à la coopération. Changer le cours de l'histoire est à notre portée. Nos deux peuples auraient dû établir des relations plus amicales depuis longtemps. » Et le monde entier, devant sa télévision, voit et entend dans la foulée presque le même discours. L'histoire, dit M. Gorbatchev, nous a chargés du devoir solennel de justifier les espoirs des peuples américains et soviétiques, de tourner le dos à la logique de la course aux armements en travaillant ensemble avec bonne volonté. De tels accents n'avaient plus été mis depuis l'époque euphorique de la détente. C'est au coin du feu qu'a eu lieu le premier tête-à-tête, juste avant la signature. Tiendra-t-on de cette journée historique? Avant tout, une signature au bas d'un accord. Une signature qui fait suite à d'innombrables négociations, à des échecs retentissants. Souvenez-vous, Reykjavik en 1986. Mais une chose est certaine, aujourd'hui, Reagan et Gorbatchev sont entrés dans l'histoire. Mise en scène réganienne pour une apothéose, celle du metteur en scène lui-même, Ronald Reagan. Reagan, qui tout au long de ses 2 mandats de président a voulu cet accord et a rêvé de cet instant et de cette signature. Satisfaction pour Mikhaïl Gorbatchev qui signe aujourd'hui un accord dont le contenu et les clauses correspondent exactement à ce qu'il désirait. Un accord historique, car pour la première fois, les deux grands vont désarmer, détruire une partie de leur arsenal nucléaire. Pour la première fois, chacun des deux grands pourra vérifier vraiment chez l'autre la réalité de ce désarmement. Si les grandes lignes de cet accord sont évidemment connues depuis plusieurs mois, personne, à part les négociateurs
négociateur n'a encore pu lire les 160 pages du traité lui-même. Tard dans la soirée d'hier, les experts des deux camps travaillaient encore à harmoniser, presque mot à mot, les versions anglaises et russes du traité, un mot à mot que les spécialistes et les responsables politiques de l'Est comme de l'Ouest ont évidemment hâte de découvrir. Dès que Reagan et Gorbatchev auront fini de signer ce premier traité de désarmement de l'histoire, le texte définitif et complet sera distribué. Les détails, les nuances et les silences de l'accord seront alors connus et évidemment largement commentés. En tout état de cause, cette signature marque le début d'un processus de 13 ans, délai prévu pour le démantèlement des euromissiles. Cette signature marque aussi le début d'une longue démarche de désarmement. À Reagan, qui ce matin lui disait « une pauvre paix vaut mieux qu'une bonne guerre », essayons tous les deux de construire une bonne paix, Gorbatchev a répondu « Je suis venu avec l'intention d'aller encore plus loin, je souhaite construire avec vous un monde plus sûr pour demain ». L'accord de Washington, vous le savez, prévoit le démantèlement des INF, qui sont des missiles à moyenne portée. C'est un premier pas important dans l'histoire en matière de désarmement. Explication de Philippe Lefebvre. Les Américains vont donner l'exemple. Ils vont détruire une fusée Pershing. C'est l'illustration d'une logique, celle de la détente, et d'une absurdité. Chacun de ces engins a coûté des millions de dollars. À l'ouest, 108 fusées Pershing 2 et 256 missiles de croisière, 2500 km de portée, seront mis à la casse, de même que 72 Pershing 1 allemandes. C'est la version américaine de l'option 00. Dans 13 ans, ne devraient subsister en Europe que les armes nucléaires de très courte portée, dites de terrain. Au total, à l'Est, 553 SS-20 et SS-4 seront anéantis. Ces fusées, cachées ici, dans les forêts de l'Oural, portent jusqu'à 5000 km. Également visées par l'accord, 180 SS-12 et SS-23, fusées de courte portée. C'est la version soviétique de l'option 00. En l'an 2000, il n'y a plus de missiles de portée intermédiaire en Europe. Seules subsistent les forces de frappe britanniques et françaises. La guerre nucléaire retrouve une logique intercontinentale. Alors l'accord est à peine signé, Georges, que déjà on se remet à négocier. Oui, c'est surprenant. L'encre du traité est à peine sèche que les deux hommes, Reagan et Gorbatchev, se remettent déjà à négocier. Alors il faut bien dire que ces fusées à moyenne portée dont le sort vient d'être en principe réglé, ça n'est qu'un début. Et qu'ils se remettent à discuter parce que maintenant il reste les fusées à longue portée, les fusées stratégiques comme on dit, qui sont 10 à 12 fois plus nombreuses que les fusées à moyenne portée, donc beaucoup plus dangereuses, et que c'est là le cœur du problème. Alors il n'est pas question de les supprimer toutes, il est question de réduire leur nombre de 50%. Ce qu'on soit déjà une avancée remarquable. Alors on parle d'une signature à Moscou en 88, c'est peut-être aller un peu vite en besogne quand même. Hein. Écoutez, espérons, c'est difficile. Parce que, indépendamment de ce plafond global de 50%, on s'est beaucoup accroché sur la répartition par catégorie de ces fusées. Il y a les fusées terrestres, les fusées sous-marines, etc. Bon, ça a coincé jusqu'à présent là-dessus. Et puis, si vous ajoutez à cela que tout de même, M. Reagan et Gorbatchev doivent aussi discuter des droits de l'homme, de l'Afghanistan, de la réduction des forces non nucléaires, vous verrez que ces 2 jours de discussion, vraiment, ça ne sera pas de trop. Hein. A tout de suite Henri et Georges, nous vous retrouvons donc dans quelques minutes avec vos invités pour la suite de ce journal en direct de Washington. Le reste de l'actualité maintenant de Paris avec tout d'abord le recours en grâce de Matthias Rust qui a été rejeté. C'est un responsable soviétique qui a annoncé que Matthias Rust resterait en prison et on l'a appris le jour même du sommet Reagan-Gorbatchev. Matthias Rust, vous vous en souvenez, c'est ce jeune pilote ouest-allemand condamné à 4 ans de camp de travail pour avoir atterri avec son petit avion sur la place Rouge. François Mitterrand, visite au Creusot, a évoqué l'accord américano-soviétique, justement. Le chef de l'État a de nouveau apporté son ferme soutien à cet accord. M. Mitterrand a dit qu'il valait mieux désarmer que surarmer. Et il a déploré aussi, vous allez l'entendre, l'échec du sommet européen de Copenhague. Écoutez. Fait, il faut désarmer. Et il faut refuser la proposition de ceux qui vous disent non. Parce que ce non doit être accompagné d'une explication. Et cette explication devrait être, si elle est honnête, celle-ci, alors, surarmons. Et dans cette course-là, êtes-vous sûr qu'un pays comme la France serait forcément le gagnant?
Le président de la République était en effet au Creusot, en Saône-et-Loire, aujourd'hui dans l'un des bassins sidérurgiques les plus touchés par la crise. L'occasion pour M. Mitterrand de défendre la politique industrielle menée par la gauche et aussi de critiquer ses adversaires politiques. Reportage Jean-Michel Mercurol. Le Creusot, l'un des bassins industriels les plus touchés par la crise. Les anciennes activités, mines et sidérurgie, n'ont pu résister à la compétition mondiale. En venant saluer cette ville de forte tradition syndicale, François Mitterrand voulait à la fois rendre hommage à ceux qui ont lutté pour la conquête des droits sociaux et rendre espoir aux victimes de la crise. L'usine Snecma, société nationale installée depuis peu au Creusot pour produire des moteurs d'avion, lui a fourni l'exemple d'une conversion possible vers une nouvelle prospérité. L'illustration en tout cas de la politique industrielle décidée par la gauche, a expliqué François Mitterrand, pour remédier au manquement des responsables d'avant 81. Le premier des intérêts de la nation, c'est l'intérêt des populations qui vivent sur son sol, et particulièrement des catégories sociales qui souffrent plus que d'autres. On ne peut toujours demander les sacrifices aux mêmes. On ne peut toujours demander l'effort aux mêmes. En se situant clairement à gauche, défenseur de la classe ouvrière, François Mitterrand a tenu aujourd'hui à se démarquer du libéralisme. Une réponse sans doute aux communistes qui tentent d'accréditer l'idée que les socialistes et la droite, c'est la même chose. Et au même moment, Jacques Chirac, dans le Nord, défendait la politique menée par son équipe depuis 1986. Tant à Lilière qu'à Saint-Omer, Calais ou Dunkerque, aujourd'hui le Premier ministre en a profité pour esquisser le portrait de la France qu'il entend conduire après 1988. Reportage Jean-Louis Le Seine. La seconde journée de Jacques Chirac dans le Nord-Pas-de-Calais a commencé par une évocation du passé. À Notre-Dame-de-Lorette, deuxième plus grand cimetière militaire de France, le Premier ministre a voulu rendre hommage aux morts de toutes les guerres de ce siècle. Après le passé, le présent et la politique du gouvernement. À Saint-Omer, devant 900 maires de la région conviés à un banquet républicain, M. Chirac a redit sa volonté d'aider deux départements particulièrement touchés par la crise. Encore faut-il, selon lui, ne pas confondre solidarité et assistance. Aider les plus démunis, ce n'est pas les enfermer dans un mécanisme généralisé et automatique d'aide sociale auquel certains aiment à rêver. Ce n'est pas leur assurer seulement un revenu, mais c'est associer des ressources à une activité. C'est prendre en compte leur souci de conserver leur dignité. C'est promouvoir leurs responsabilités. C'est leur redonner les moyens de se tourner avec confiance vers l'avenir. C'est une autre philosophie. Et après le présent, l'avenir, avec la visite du chantier Eurotunnel, le futur tunnel sous la Manche. Ce chantier durera 6 ans et permettra la création de 4000 emplois. Jacques Chirac s'est félicité que 75% des travailleurs soient recrutés localement. Le Premier ministre terminait ce soir ce voyage nordique par Calais et Dunkerque. À chaque fois, quelques dizaines de manifestants étaient tenus à l'écart. Un nouvel accroc dans la majorité ce soir. L'UDF menace le gouvernement à l'Assemblée donc de ne pas voter le projet de collectif budgétaire si le gouvernement a recours à un vote bloqué. Le problème, c'est l'affectation du produit de la mutualisation du crédit agricole. Demain, les Français votent, précisément tous les salariés, sauf les fonctionnaires, et tous les patrons. 13 millions de personnes aux urnes pour élire les conseils des prud'hommes. Ce sont eux qui arbitrent les conflits individuels dans le monde du travail. Comment fonctionne-t-il? Explication, Véronique Auger. Plus de 9 fois sur 10, ce sont les salariés qui portent plainte devant les prud'hommes. Dans la moitié des cas, ils viennent contester un point de leur licenciement, le motif ou bien les indemnités. D'abord, les conseillers prud'hommes essayent de concilier employeurs et employés. Mais s'il y a échec, c'est le conseil des prud'hommes qui juge le conflit. Ce conseil est composé de 4 personnes, 2 élus par les salariés et 2 élus par les chefs d'entreprise. Les plaideurs peuvent se faire représenter par un avocat, mais ce n'est pas obligatoire. En général, le salarié a tendance à se défendre seul, alors que l'employeur préfère être assisté par un avocat. Les plus grandes pourvoyeuses de plaignants sont les petites entreprises, là où il n'y a pas de délégué syndical pour faire tampon. Les conseils de prud'hommes traitent environ 180 000 affaires par an, un chiffre stable depuis plusieurs années et qui n'a pas augmenté avec la suppression de l'autorisation administrative pour les licenciements économiques.
Justice avec 2 nouvelles inculpations à Lyon dans l'affaire des fausses factures qui ont servi à financer la campagne d'affichage du Parti socialiste du Rhône en 86. 2 directeurs de société ont été inculpés aujourd'hui. Ce sont finalement 14 Iraniens et 3 Turcs, 14 Iraniens opposants bien sûr au régime actuel de Téhéran et 3 Turcs donc qui ont été expulsés de France. Ils ont été envoyés au Gabon. Des expulsions qui interviennent au lendemain de la rafle contre des moudjahidines du peuple réfugiés en France. Une décision qui, vous allez le voir, entraîne des protestations. Dominique Thiers. Auvers-sur-Oise ce matin, l'inquiétude et la colère chez les moudjahidines du peuple. Des familles encore sous le choc des expulsions et beaucoup de questions sans réponse sur le sort des opposants iraniens. J'ai demandé le motif de cette incarcération. On m'a dit qu'on ne donnait pas de motif. Tout ce que j'ai appris sur cette affaire, je l'ai appris par la presse. Et bien sûr, c'est une inquiétude pour les familles énorme. Même à cette heure-ci, je ne sais pas du tout ni où il est, ni... Je ne sais pas. Je n'ai même pas pu lui parler, ni avoir un contact. Selon le ministère de l'Intérieur, les 17 expulsés ont pris ce matin un vol vers le Gabon. Procédure d'urgence absolue afin d'éviter la consultation de la commission d'expulsion. Pour la Ligue des droits de l'homme, une remise en cause du droit d'asile en France. Tous les réfugiés sont par définition des opposants à leur gouvernement et que la France a des relations diplomatiques avec ces gouvernements. Si en fonction de ces relations diplomatiques, on prive les réfugiés d'un statut qui est défini internationalement, je dis là encore, l'état de droit, on en fait bon marché et je me demande si à l'avenir la France va tolérer qu'il y ait des réfugiés politiques sur son sol. Ce soir, les familles des expulsés en appellent à François Mitterrand. Elles ont déposé à son intention à l'Élysée une lettre de protestation. D'autre part, à la demande du Haut Commissariat aux réfugiés, le gouvernement a promis de s'expliquer sur ces mesures d'expulsion. Dans un instant, nous allons retourner à Washington pour retrouver Henri Sagnier et ses invités pour le sommet Reagan-Gorbatchev. Je vous rappelle que c'est en ce moment même qu'il a lieu, puisqu'au début du journal, vous avez vu Henri qui vous a présenté la signature du traité qui a eu lieu donc à 20h et quelques minutes précises. Et juste avant ces signatures, Ronald Reagan et Mikhaïl Gorbatchev avaient prononcé quelques mots importants. Écoutez. Le traité que nous allons signer marque le triomphe de la patience, car il y a 6 ans que j'ai proposé l'option 0. C'était simple, disons même désarmant. Les traités signés jusque-là avaient trait à maintenir le statu quo. À présent, le langage des armes est remplacé par le langage de la réduction. L'option 0 n'était pas irréaliste. Avec patience, nous l'avons concrétisé. Les missiles intermédiaires SS-20 seront détruits. De notre côté, les cruise missiles et les Pershing seront également détruites. Nous sommes conscients de l'importance de ce traité, Monsieur le Secrétaire général, mais, comme on dit par ici, trust but verified. Croire mais vérifier. Il faut préciser que l'accord engendre un système de vérification jamais mis en œuvre dans le monde. Il protège les amis des États-Unis et ses alliés. Et le sommet Reagan-Gorbatchev, c'est aussi l'occasion pour les projecteurs de l'actualité de se braquer vers des lieux peu connus. Par exemple, Little Odessa, c'est un quartier de New York où sont rassemblés, vous allez le voir, beaucoup d'immigrés soviétiques. Ils attendent beaucoup des conversations entre les deux grands. Écoutez-les dans ce reportage de Paul Nahon. La majorité des 750 000 soviétiques immigrés aux États-Unis vivent dans un quartier de New York, surnommé la Petite Odessa. Chacun essaye d'y retrouver ses racines et un peu de sa culture. On parle russe dans la rue et dans les magasins. Les émigrés consomment beaucoup comme s'ils voulaient rattraper les années de pénurie. Ils sont venus pour la liberté qu'ils ont trouvée ici. Citoyens américains, ils votent et parlent ouvertement politique. Chaque soir ou presque, ceux de Kiev, de Moscou, de Leningrad se réunissent. On échange les dernières nouvelles du pays, mais depuis plusieurs jours, la seule conversation, c'est le sommet entre Ronald Reagan et Mikhaïl Gorbatchev.
C'est une bonne chose qu'ils se rencontrent. Parce que, peut-être, je dis bien peut-être, ils pourront se retrouver à nouveau tous les 6 mois, mais à condition qu'ils s'entendent. Ils pourront mieux se comprendre. Je pense que Gorbatchev peut réussir à changer la société soviétique à une condition, que la nomenclatura le soutienne, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Mais Gorbatchev est le seul dans l'histoire de la Russie à vouloir tenter quelque chose. À la petite Odessa, ce sommet on y croit sans trop y croire, car ils attendent tous des gestes concrets de Moscou, des actes, plus de paroles. Gorbatchev superstar, Gorbatchev observé par toutes les caméras du monde. Gorbatchev à la place de qui vous rêvez peut-être de vous trouver en ce moment même? Comment ça se passe quand on est un grand de ce monde et qu'on est reçu à Washington? Regardez, Paul Nahon a fait l'expérience. Pour leur premier voyage aux États-Unis, Mikhail et Raïssa Gorbatchev ne verront pas grand-chose. Ils seront enfermés à la Maison-Blanche ou dans leur voiture. De l'intérieur de l'immense limousine, ils ont quand même pu contempler un peu de la campagne du Maryland. De leur voiture, le couple soviétique a regardé les jeux télévisés comme des millions d'Américains. Un centre commercial avec son inévitable McDonald's, hier l'entrée dans Washington et au loin le Congrès, le Sénat des États-Unis. Un coup d'œil sur Wall Street, le Dow Jones remonte. Tandis que Raïssa Gorbatchev a rencontré Nancy Reagan, les deux dames ont pris le thé. Le numéro 1 soviétique, lui, a découvert l'un des symboles du capitalisme américain. Mikhail Gorbatchev discutera avec des membres du Congrès au Capitole, opposés ou non à l'accord. 3 jours de visite officielle, frustrant quand même de découvrir l'Amérique à travers la fenêtre de sa voiture, protégée par les agents du KGB et du FBI. Voilà donc comment Gorbatchev pouvait voir la Maison-Blanche. Henri Sagnier, vous êtes là-bas à la Maison-Blanche, alors vous êtes avec vos invités maintenant. Henri? Je suis effectivement... Oui, oui. Est-ce que vous m'entendez, Hervé? Parfaitement, Henri. Ok, la réaction... Oui, oui, c'est rétabli. Nous vous entendons. J'ai l'impression que nous avons eu un petit problème de satellite. Voilà, nous vous entendons, Henri, allez-y. Alors tout de suite, une première réaction, celle d'Evan Galbraith, l'ancien ambassadeur des États-Unis en France. Monsieur Galbraith, vous écrivez dans votre dernier livre que voici, la détente est dangereuse. Je suppose que l'accord d'aujourd'hui ne vous rassure pas franchement. Non, je suis contre. Je crois que le Pershing renforce la volonté des Allemands de se défendre. Sans cette arme, je crois que nous serons dans une situation où on va glisser vers le neutralisme. Vous êtes un ami personnel du président Reagan, vous n'avez pas essayé de le convaincre? Ah non, il a décidé que ça c'est un avantage pour le monde de diminuer les armes nucléaires. À mon avis, les armes nucléaires sont une force positive sur le plan de dissuasion. Est-ce que vous considérez que ce traité sera rejeté par le Sénat américain? Est-ce que vous déplorez personnellement des efforts pour que ce traité ne soit pas adopté? On va se battre au Sénat. Moi, personnellement, je crois qu'il y aura une réaction par un groupe important et on va voir. Il faut 2/3 des votes pour ratifier un traité en Amérique et donc il faut obtenir 34 votes contre. Il y a quelques manifestations dans la rue, mais c'est pas grandiose. Vous me disiez tout à l'heure que vous étiez un peu déçu. J'ai constaté que dimanche, il y a un foule qui était beaucoup plus actif et plus impressionnante. Maintenant, c'est un peu diminué. Jacques, on revient un petit peu au ton de la rencontre de ce matin, très décontracté. Très cordial, très amical. Visiblement, le courant passe entre ces deux hommes-là. Et contrairement à vous, monsieur l'ambassadeur, le président Reagan pense que ce jour est un jour de victoire pour la démocratie et pour la paix. Alors, ce que je voudrais dire aussi, c'est que de la part de Ronald Reagan, il y a eu vous savez qu'il aime beaucoup les plaisanteries et il a dit à un moment donné dans les discours à Gorbatchev, il faut, en citant un proverbe russe, il faut faire confiance mais vérifier. Et Gorbatchev en riant lui a dit, mais vous sortez ce proverbe tout le temps. Et Reagan lui a répondu, mais c'est parce que je l'aime ce proverbe. La vérification, c'est effectivement le gros problème. Pour moi, c'est impossible de vérifier l'absence des armes si on n'est pas au courant de combien ils ont fabriqué au départ. Nous n'avons aucune connaissance de ce chiffre de stock.
Monsieur Galbraith, je vous remercie d'avoir répondu à nos questions. Je me tourne maintenant vers notre autre invité, Monsieur Elie Wiesel, prix Nobel de la paix en 1986. Alors, Monsieur Wiesel, qui a gagné aujourd'hui? Reagan, Gorbatchev ou la paix? Ou bien tous les trois ou personne. Je suis plutôt pour. Chaque fois que deux chefs d'État de ce calibre se rencontrent pour parler de la paix, ça m'encourage. Moi, j'étais ému. J'ai vu la signature, je me suis dit quand même, il suffit de si peu pour créer un peu de bonheur, créer un peu de paix dans le monde. Et certains font déjà un procès d'intention aux soviétiques en disant ils violeront un jour ou l'autre le traité. Qu'est-ce que vous leur répondez? Attendons, faisons confiance en fait. Il s'agit de faire confiance en tout, donc en cela aussi. Et deuxièmement, j'ai confiance, moi en tout cas, au président Reagan et l'administration américaine. Ils sauront trouver des moyens de vérification. Il s'agit de vérifier. Bien sûr, c'est le grand problème. Et à terre, vous ne croyez pas que l'Europe se retrouve seule face au pacte de Varsovie, face à l'Union soviétique? C'est psychologique d'abord. J'imagine qu'en France, en Angleterre, en Allemagne, on soit un peu méfiant, et à juste titre. Ici, il y a deux personnes qui décident du sort du monde, sans l'Europe. J'ai une dernière question. Je sais, Elie Wiesel, que vous voulez te poser au moins 50 ou 100 fois. Doit-on faire confiance à un pays qui ne respecte pas toujours les droits de l'homme? Non. Il ne faut pas faire confiance. Et quand l'URSS vous dit on quittera l'Afghanistan dans un an, vous n'y croyez pas? Pas tellement. Moi, j'ai fait partie justement de cette manifestation dimanche. J'étais là, j'ai fait un discours. Et j'étais parmi les initiateurs de cette manifestation. Moi, je crois, et je crois toujours, qu'il faut dire ce que nous pensons, parce que sinon, nous perdrons. Or, le fait que M. Gorbatchev ait pris cette attitude de durcissement par rapport aux questions de droits de l'homme, l'immigration juive de Russie, tout ça, ça me déçoit beaucoup. Et vous avez vu les émigrés soviétiques à Little Odessa tout à l'heure. Ce sont des gens qui font preuve d'un anticommunisme primaire. Ils ont fui l'URSS et pourtant, ils croient, ils sont perméables à ce que dit Mikhail Gorbatchev. Quelle est votre réaction? D'abord parce qu'il le dit en russe, il parle russe eux-mêmes. Ils le comprennent quand même. Mieux que nous. Ouais. Mais quand même, je pense qu'il y a en eux aussi un désir foncier, profond, d'avoir un peu de paix dans le monde. Et moi aussi, d'ailleurs, tout le monde. Mais quand je pense, moi, aux individus, comment peut-on faire confiance à quelqu'un qui pense qu'il peut gagner à tous les coups et laisser les hommes et les femmes en prison, dans les camps, ou enfermés chez eux, dans la solitude, dans le désespoir? Monsieur Wiesel, je vous remercie d'avoir répondu à nos questions et d'être venu de New York à Washington pour répondre en exclusivité aux questions d'Antenne 2. On fait un petit retour à Paris. Laurent Cabrol pour la météo. C'est très beau ici. Je me suis laissé dire que chez vous, c'était un peu plus frisqué. Hein? C'est frais, mais oui, c'est frais, mais c'est presque aussi frais que chez vous, parce que je crois qu'il doit faire 1 ou 2 degrés à Washington. En tout cas, à Moscou, il a beaucoup neigé et il fait moins 2 degrés. Bon, enfin bref, voilà pour les capitales. Maintenant, en France, quand la bise fut venue, c'est le titre de notre météo. Effectivement, la bise est venue, elle a jeté un froid et demain, vers le sud, elle va s'étaler de surcroît. Pourquoi? Bien parce que l'air arrive du nord de la France et il va envahir progressivement l'ensemble de notre pays. Nous installerons quand même quelques nuances, voilà, sur le pourtour méditerranéen avec encore quelques nuages demain dans le courant de la journée. Et puis sur les frontières du nord et du nord-est, ainsi que sur les côtes de la Manche, quelques nuages aussi, mais attention, quelques flocons de neige qui seront possibles sur notamment le nord demain matin, mais pas bien méchants. Dans l'ensemble, un beau ciel. Les températures, nous allons jeter un coup d'œil sur les températures minimales car elles sont très importantes demain matin. Vous en jugerez -6, -5 degrés sur l'ensemble de la France, enfin l'ensemble de la moitié nord du pays. Et ce sont les températures sous abri, donc cela signifie qu'en Rase-Campagne, nous atteindrons les -8, -9 degrés. Alors, les températures de l'après-midi, elles vont remonter bien sensiblement, avec, vous le voyez, quasiment les mêmes qu'aujourd'hui, excepté quand même sur le sud, on commence à perdre quelques degrés, puisque comme je vous le disais, la vague de froid atteint maintenant les régions du Midi. J'en ai terminé, si ce n'est par quand même l'éphéméride, en vous disant que demain nous fêterons Saint-Pierre Fourier qui est né à Méricourt dans les Vosges. Voilà mon cher Henri, des Vosges, nous retournons à Washington, c'est cela? Merci, oui tout à fait, merci mon cher Laurent, il fait beau derrière, il y a quelques flonflons et quelques manifestations, je pense que vous les avez aperçus derrière nous. Le mot de la fin en quelques secondes, si vous aviez un message à adresser à M. Gorbatchev, vous lui diriez quoi, M. Galbraith, ce soir? Malheureusement, félicitations, parce qu'à mon avis, il a avancé la position soviétique vers la domination de l'Europe par ce traité. Elie Wiesel? Félicitations, mais, M. Gorbatchev, laissez partir le professeur Lerner, le professeur Maimon, laissez partir les Juifs qui veulent partir.
Vous serez sans doute entendu. Il y a beaucoup de monde quand même dans la rue. On dit que ce n'est pas la grande foule. Il y avait la grande foule samedi et dimanche, mais il y a des manifestants tout autour de la Maison-Blanche quand même qui scandent. Et je suis persuadé que ce discours est perçu par Mikhaïl Gorbatchev à l'intérieur de la Maison-Blanche. Merci Elie Wiesel. Le sommet continue. Demain, M. Gorbatchev rencontrera les dirigeants du Congrès. Il aura également un nouvel entretien avec Ronald Reagan. Voilà tout ce que l'on pouvait vous dire ce soir. J'espère que grâce à nous, vous avez mieux perçu cette journée du 8 décembre 87 et surtout l'accord historique qui a été signé aujourd'hui à la Maison-Blanche, à Washington. D'autres reportages et d'autres commentaires ce soir à 23h30 avec Aubry Edler et demain matin dans Télématin à partir de 6h45. Merci de votre fidélité à Antenne 2. Bonsoir.